Bonjour, donc on va voir cette deuxième partie concernant la gestion périopératoire sur, encore une fois, les particularités de la prise en charge ambulatoire en pédiatrie. Alors, la période intraopératoire, c'est essentiellement destiné aux anesthésistes réanimateurs. Elle doit être orientée sur le post-opératoire. Déjà, pendant la période intraopératoire, vous pensez à après. Pendant, en règle générale, les règles d'anesthésie, tout le monde les connaît. Il faut surtout anticiper la douleur post-opératoire, anticiper les nausées et vomissements post-opératoires, et pour l'équipe chirurgicale, on anticipe pour les complications post-opératoires. Je vous rappelle qu'il est toujours préférable sur le plan anesthésique de favoriser le masque facial, ensuite le masque laryngé et l'intubation en dernier recours. C'est facteur de complications respiratoires, surtout chez les enfants enrhumés. Donc pensez à inverser le rythme qui nous semble le plus logique, qui est en général de dire si je l'intube, j'ai moins de problèmes. Ce n'est pas tout à fait vrai en pédiatrie, c'est l'inverse. Et puis je vous rappelle que la kétamine, qu'on administre à l'adulte comme produit antihyperalgésique, est inefficace chez l'enfant. Donc ce n'est pas la peine d'aller en mettre des caisses, ça ne marche pas, on n'a pas encore démontré son efficacité. On va voir qu'on a d'autres techniques qui nous permettent de pallier à tout ça. Alors, la période post-opératoire, on va parler encore une fois de l'amygdalectomie. L'amygdalectomie, c'est quelque chose de très particulier. On surveille les enfants pendant 6 heures. Alors pourquoi 6 heures? 6 heures parce que c'est pendant cette période-là qu'on a le maximum de complications hémorragiques. Et donc un enfant que vous opérez d'une amygdale, il doit rester 6 heures, y compris en salle de réveil d'ambulatoire, ou en tout cas en salle de réveil et en salle d'aptitude à mise à la rue. Vous devez l'avoir sous la main pendant 6 heures, le temps de surveiller la survenue de complications. Et avant sa sortie, il doit être examiné par un chirurgien afin d'authentifier l'absence d'hémorragie. C'est très important. On prépare la sortie encore du patient, boisson, alimentation, dès qu'il sort. On a le dogme de dire il faut attendre 2 heures, il faut attendre 1 heure, etc. Non, vous allez voir que même le fait de donner à manger précocement, ça prévient les nausées et vomissements et ça prévient la douleur. D'accord? Donc, dès qu'ils sortent, ils sont allongés. Dès qu'ils commencent un peu à être conscients, vous leur mettez une petite boisson, d'accord? Ou voire de l'alimentation, quelque chose, une compote par exemple. Ça permet de reprendre le cours de la vie normale. C'est très important. Ça fait partie des choses qui vont accélérer un peu la sortie du patient. Et dernière chose, encore une fois, on anticipe tout. On anticipe la douleur, on anticipe les nausées et vomissements. Alors, les 3 complications qu'on va voir, c'est celles qui sont le plus fréquemment observées. La première, c'est la douleur post-opératoire. Les gens reviennent ou retéléphonent parce que les enfants ont mal. La deuxième chose, c'est les nausées et vomissements post-opératoires. Là aussi, c'est très important de pouvoir les prévenir. Et vous allez voir qu'il y a un médicament que je dis miracle qui vous permet de traiter la douleur et les nausées et vomissements post-opératoires ou de les prévenir en même temps, qui doit être donné quasi systématiquement. Et on va voir les complications chirurgicales qui, elles, sont vraiment rares. Elles peuvent exister, mais on va en dire un mot. Alors, la douleur post-opératoire, je vous ai remis sur cette diapositive comment on l'évalue. Je vous rappelle que l'auto-évaluation, c'est-à-dire que le patient va évaluer sa douleur, c'est à partir de 6 ans chez les enfants. Avant, la conceptualisation de la chose est très difficile. Entre 4 et 6 ans, on peut montrer une échelle de visage. Ça marche très très bien. Mais avant l'âge de 4 ans, la seule manière d'évaluer la douleur, c'est de faire de l'hétéro-évaluation. On a des critères, alors on a pas mal de scores, alors je vous en ai mis 2, hein. C'est des mots un peu pompeux, le CLEOPS et le FLAC, mais vous en avez plusieurs. En tout cas, une chose est sûre, si vous en utilisez un, c'est un pour toute la durée et pour tout le monde. Ça vous évite de vous rappeler les différents scores, et puis surtout, un score, les scores entre eux ne sont pas interchangeables. Donc vous en utilisez un seul pendant toute la durée de suivi du patient. Alors, on va parler de l'amygdale parce que c'est le prototype de la douleur intense. Si on voit cette étude, on voit que jusqu'à 10 jours post-opératoires, certains patients ont mal après une amygdalectomie. Alors, les choses ont changé puisque l'étude commence un peu à dater, mais néanmoins, c'est très important à savoir, ça fait très mal. Et certains patients vont avoir mal pendant 10 jours post-opératoires. Alors, le paradoxe dans cette histoire, c'est que
Quand on demande aux parents, mais qu'est-ce qui a été le plus inattendu dans la suite post-opératoire, réponse, c'est la douleur. Ils sont pour à peu près 50% étonnés que la douleur dure aussi longtemps. Et alors quand on leur demande qu'est-ce que vous avez fait pour traiter cette douleur, malgré le fait qu'on leur ait donné des médicaments, la prescription, etc., pour quasiment 40%, ils ne font rien. Vous voyez qu'il y a un petit paradoxe. Ils ont mal, les parents ne font rien. Donc l'idée, c'est que c'est à nous peut-être d'essayer d'être un peu plus pédagogue avec les parents. Alors pourquoi ce problème? Voyez ce schéma. Tant que les patients et leurs familles sont à l'hôpital, vous avez toujours un soignant qui va venir, qui va évaluer la douleur, le cas échéant, donner un antalgique pour le patient. Mais en fait, une fois que les parents et les patients vont quitter l'hôpital, ils vont se retrouver seuls. Et si vous ne leur donnez pas une information claire sur ce qu'il faut faire, ils ne le feront pas. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on a le résultat sur des parents qui voient leurs enfants souffrir et derrière, ils ne font pas la chose qu'il faut, à savoir administrer des antalgiques. Alors, première règle pour pallier à tout ça, vous informez les parents qu'il faut donner systématiquement les médicaments. Ce n'est pas à la douleur, les parents évaluent très mal la douleur de leurs enfants. Donc ça, je n'ai pas fait toute la littérature, je ne vous ai pas montré toute la littérature là-dessus, mais c'est archi bien démontré. C'est une évidence aujourd'hui, les parents ne savent pas évaluer la douleur de leurs enfants. Donc, la première chose, vous leur dites, vous administrez systématiquement. Et quoi? Eh bien, deux choses. Premièrement, le paracétamol et deuxièmement, un anti-inflammatoire. On peut donner un anti-inflammatoire, sauf contre-indication. Les contre-indications, c'est les chirurgies hémorragiques majeures, d'accord? Et encore que quand ça a saigné en péri-opératoire, vous allez voir que même pour l'amydalectomie, ce n'est pas une contre-indication, d'accord? C'est les problèmes infectieux essentiellement, et c'est les problèmes de troubles hydroélectrolytiques et de néphropathie. Donc, les patients peuvent recevoir des anti-inflammatoires, y compris sur des chirurgies qui sont réputées pour être hémorragiques. Nous, on en donne par exemple pour l'amygdale, on en donne pour la chirurgie de la scoliose, alors même que c'est une chirurgie hémorragique, et il n'y a pas de risque de saignement post-opératoire. Donc, administration systématique, toutes les 4 heures, d'une association paracétamol-AINS. Et là, vous voyez sur cette étude, c'est une étude randomisée en 3 groupes, systématiquement paracétamol-AINS, systématiquement paracétamol seul, systématiquement AINS seul. Le résultat, c'est que les patients qui ont reçu l'association systématiquement n'ont pas eu besoin d'un traitement complémentaire antalgique. Et en plus, la qualité de l'analgésie, comme vous le voyez, elle est supérieure dans ce groupe. Donc c'est très important. Alors en général, les gens ont peur des AINS, alors même que c'est des produits qui sont extrêmement efficaces, notamment pour diminuer les consommations de morphinique en post-opératoire, et sans risque hémorragique démontré. Ça, c'est une méta-analyse qui a été faite sur les complications hémorragiques en rapport avec les AINS au cours de l'amydalectomie. Vous voyez qu'il n'y a pas de sur-risque hémorragique lié à la prescription d'AINS. Deuxième chose, c'est une mesure très simple qu'on néglige. Alors, je vous donne l'exemple de cette étude où ils ont laissé les patients à jeun 12 heures avant versus ils leur ont donné des boissons claires 2 heures avant. Et vous voyez que chez les patients qui ont eu cette boisson 2 heures avant, eh ben, la qualité de l'analgésie, elle est supérieure dans ce groupe avec des patients qui vont avoir des moins mal en post-opératoire. Donc le fait même de donner à boire avant, respect des règles de jeûne, mais alors le 8 heures de jeûne, le 10 heures de jeûne en préopératoire, il faut l'oublier. C'est quelque chose qui est bien pour le confort du patient, mais c'est bien pour la douleur. Probablement par un effet psychologique parce que les enfants se sentent un peu mieux. Même chose en post-opératoire, cette étude dans l'amydalectomie, alors même que c'est le prototype de chirurgie, on dit « Ouh là là, il ne faut surtout pas leur donner à manger en post-opératoire précoce, pas leur donner à boire, ça fait vomir, ça fait mal, etc. » Là, vous le voyez sur cette étude qui est française, qui a montré en fait que le fait d'administrer alimentation, en tout cas boisson, précocement après la chirurgie, on met à disposition des patients cette boisson, on leur dit dès que vous avez envie, vous buvez, vous pouvez prendre la petite compote. On diminue le risque de nausées, vomissements post-opératoires et on diminue la consommation de morphinique post-opératoire, donc on améliore la qualité de l'analgésie. Donc c'est très important, cette petite mesure qu'on considère comme
insignifiantes, eh ben, elles ont quand même un apport. Et vous voyez que si on met tout ça bout à bout, ben, on améliore les choses de manière assez importante. Et puis, là, le médicament dont je vous ai parlé, qui permet de traiter et la douleur et la nausée et vomissements, c'est la dexaméthasone. C'est donné à 0,15 mg/kg en général. Ça a un effet miraculeux sur la douleur, puisque ça permet de prévenir la douleur jusqu'à 2 jours en post-opératoire. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et ça permet également de diminuer les nausées, vomissements post-opératoires. Donc vous avez un médicament pour 2 effets qui ne sont pas négligeables et qui sont les effets secondaires dont les patients se plaignent le plus. Alors juste pour ces problèmes de nausées et vomissements, je vous rappelle qu'on a un score qui s'appelle le VPOP qui vous permet de quantifier le risque de nausées et vomissements post-opératoires. Et la même équipe qui a développé ce score a montré également que pour diminuer le risque de nausées et vomissements chez les patients qui ont un score élevé, eh bien, une bithérapie associant essentiellement des cétrons et la dexaméthasone, donc qu'on vous administre également pour la douleur, permet de diminuer le risque de nausées et vomissements. C'est très important puisque c'est un facteur de plainte pour les patients. Alors, on va parler pour les complications chirurgicales, elles sont extrêmement rares. Nous, quand on reprend nos chiffres de rappel ou de retour en ambulatoire des patients, c'est essentiellement des problèmes de douleur, de nausées et vomissements, et puis les autres problèmes qui sont décrits. Alors bien entendu, vous pouvez toujours avoir la grosse complication, on n'est jamais à l'abri de ça, mais c'est exceptionnel. C'est essentiellement des problèmes de pansement imbibé, donc un petit saignement. En général, ça ne nécessite pas de réhospitalisation. Les patients reviennent le lendemain, on refait le pansement, d'accord. Et puis les rétentions d'urine, essentiellement au cours de la chirurgie urologique, mais là, théoriquement, ça ne devrait pas exister, puisqu'on attend que les patients aient fait une première miction spontanée, sans aide d'un cathéter, pour pouvoir les laisser sortir. En règle générale, ça serait que soit pour une consultation dans un centre hospitalier proche ou par téléphone, il y a des moments. Et donc c'est là l'importance d'avoir un centre de recours de proximité pas loin. Donc c'est pour ça que c'est important. Vous voyez que ce n'est pas une question d'avoir un spécialiste, mais quelqu'un qui sait comment s'y prendre sur ces petits problèmes de saignement post-opératoire ou de rétention d'urine. Alors les perspectives sont très importantes parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on peut faire beaucoup de choses en ambulatoire. Le problème, c'est de pouvoir suivre le patient. Alors on a l'appel à J1. En général, on passe un coup de fil au patient, surtout sa famille, dans le cas de la pédiatrie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des complications? Pas de complications? Est-ce qu'il y a des douleurs? Post-opératoire, il y a eu des nausées, etc. Ça s'est bien passé. Mais vous voyez que c'est un J1. Un J1 ne préjuge pas du J2, du J3 ou du J10. Je vous ai montré l'amygdale. Les patients ont mal pendant plusieurs jours en post-opératoire. Donc on a ce problème de suivi des patients. Et la deuxième chose, certains chirurgiens, à juste titre, jugent que le patient doit bénéficier de soins particuliers, d'une surveillance particulière, que seuls eux sont à même de faire, étant donné leur niveau de compétence dans ce domaine. Donc peut-être que dans le futur, le développement des nouvelles technologies, on pense notamment à des applications qui permettent de suivre les patients, de pouvoir tracer la douleur, tracer la préception dentalgique, avec des algorithmes qui permettent de les aider, nous permettra d'avancer dans ce domaine et surtout pouvoir trier les patients, ceux qui ne nécessitent pas un suivi médical ou paramédical particulier, et puis de pouvoir identifier ceux qui nécessitent vraiment une attention particulière quand c'est fait en ambulatoire. Donc on mise beaucoup sur ces nouvelles technologies en espérant pouvoir les développer dans les prochaines années, ce qui vraiment va libérer les indications à l'ambulatoire. Voilà, je vous remercie de votre écoute.